Aujourd'hui, de nombreux doutes subsistent face au féminisme moderne, notamment sur la question des inégalités de salaire. Observons en essayant d'avoir le regard le plus objectif possible de quoi il en retourne. Tout d'abord, quels sont les chiffres? En prenant des chiffres de l'INSEE, on observe un écart moyen d'environ 28,5%. La grande majorité de ces écarts s'expliquent par des différences d'emploi et un volume de travail différent. Ainsi, si on veut comprendre les inégalités de salaire, c'est sur ces points qu'il faut porter le plus d'attention. Beaucoup de personnes opposées au féminisme partent du principe qu'il ne s'agit pas d'une vraie inégalité, car si beaucoup de femmes travaillent moins et choisissent des postes qui payent moins, alors cela pourrait être juste elles qui méritent moins dû à leur travail plus court, et elles seraient responsables du salaire bas des métiers mal payés, car ce sont elles qui se sont allées vers des métiers et des diplômes qui engendrent un moins bon salaire. Si tu compares Gwendoline bac+5 en histoire de l'art et Jean-Jean bac+5 en informatique, Jean-Jean gagnera en moyenne toujours plus que Gwendoline. Donc premier point, on peut déjà justifier cette inégalité par le fait que les femmes ont plus tendance à se tourner vers des études littéraires que scientifiques. Qui, je le précise, les études scientifiques sont beaucoup plus rémunératrices que le littéraire. Mais il me semble que le domaine du diplôme possédé a quand même une toute petite importance. Un bac+5 en histoire de l'art moderne ne vaut pas sur le marché du travail un bac+5 en construction de fusées. De même, l'expérience professionnelle, l'ancienneté sur le poste, les interruptions de carrière, l'effort fourni, etc., etc. Tous ces critères sont cruciaux dans la détermination du salaire. Et ferait moins d'heures supplémentaires. Par exemple, une femme, surtout lorsqu'elle a des enfants, sera moins susceptible de faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit qui est beaucoup mieux rémunéré. Après tout, on peut penser que la différence de salaire n'est inacceptable que s'il s'agit d'une différence à travail parfaitement égal. Et une fois face à des travails et à des postes totalement égaux, l'écart de salaire semble faible, négligeable. Il existe une étude sérieuse qui essaie de tenir compte de tous ces critères. L'étude est d'ailleurs allée plus loin en comparant le même poste au même niveau à la même fonction dans la même entreprise. Résultat, l'écart tombe à moins de 3% en France. Ainsi, les inégalités de salaire entre hommes et femmes viendraient simplement de certaines femmes qui fournissent moins d'efforts et qui s'orientent vers des métiers qui rapportent moins. Il y a plusieurs problèmes avec ce raisonnement. D'abord, pour que seul l'écart de salaire à travail parfaitement égal soit le critère d'une inégalité injuste, il faut partir du principe qu'il n'existe pas de discrimination sur les critères qui différencient le travail. Par exemple, il faut partir du principe qu'il n'y ait pas de discrimination pour accéder aux hauts postes, qu'il n'y ait pas de discrimination qui bloque l'accès à certaines entreprises, rien qui influence les choix, etc. Le problème est que ces discriminations existent. Sur les emplois masculinisés, une femme a 22% de chances en moins d'être appelée pour un entretien. Beaucoup de femmes se sentent aussi discriminées au travail, notamment en cas de grossesse. On peut aussi aborder le fait que 20% des femmes actives indiquent avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle, ce qui a aussi un rôle à jouer. Il faut aussi savoir que de nombreuses femmes ne sont pas parfaitement libres de leur choix. Il y a par exemple l'inégale répartition des tâches domestiques. En effet, les femmes passent en moyenne plus de temps aux tâches ménagères et à s'occuper des enfants. On parle de 71% des tâches ménagères et de 65% des tâches parentales, soit plus des 2/3. Et ça représente beaucoup de temps. Les tâches domestiques représentent environ 3 heures par jour pour les femmes, soit en moyenne environ 21 heures par semaine, contre environ 12h30 pour les hommes. Le plus choquant, c'est que si vous additionnez la moyenne du temps de travail et du temps accordé aux tâches domestiques, alors on se rend compte que les femmes travaillent en moyenne carrément plus que les hommes. Tout ça, c'est du travail gratuit et ça les empêche d'avoir un travail rémunéré plus long, en encombrant leur emploi du temps et en les vidant de leur motivation. On pourrait rétorquer que les femmes vont en général naturellement s'occuper des enfants et faire les tâches ménagères. Mais bon, même si on partait du principe que les femmes étaient naturellement faites pour faire les tâches ménagères et disposaient d'un instinct maternel significatif, on ne peut pas nier que la société est légèrement orientée. Il suffit de chercher jouets filles et jouets garçons sur internet et vous allez voir. Oh, que pourrais-je acheter pour mon enfant? Il me faut des idées. Oh, il y a plein de bonnes idées.
Oh, un kit de ménage fantastique. Quelle petite fille ne rêve pas de passer des heures à nettoyer la maison? Que pourrais-je prendre en plus? Oh, une poupée qui chie. Oh, et on peut même changer les couches. Aucun doute, ça va faire des heures de bonheur à ma petite fille. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de kit de nettoyage de toilette. Plus sérieusement, je m'occuperai de tout ce qui concerne les influences sociales comme biologiques dans une autre vidéo, mais il est clair qu'il y a de l'influence là-dedans. Ensuite, sur l'orientation. On peut dire que ce sont les femmes qui vont faire les métiers moins bien payés, mais on peut aussi dire que ce sont les métiers vers lesquels les femmes vont qui payent moins. En effet, certains métiers, comme ceux qui sont relatifs à la santé, sont des métiers pénibles, importants et pourtant mal payés, et qui font partie des métiers les plus fréquents chez les femmes. Il me semble assez pertinent de dire qu'au moins dans certains cas, ce sont les métiers qui sont à l'origine d'un salaire bas et non les femmes elles-mêmes. En bref, l'écart de salaire est réel et injuste, au moins de par l'inégale répartition des tâches domestiques qui les empêche de s'investir dans un travail rémunérateur et dû au fait que les emplois dans lesquels s'investissent les femmes soient moins rémunérés. Mais certaines critiques s'intéressent à d'autres aspects et je vais tâcher dans cette deuxième partie de la vidéo de faire face à certains arguments anti-féministes. Que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes, justifiable par le fait qu'elles ont plus tendance à mener des carrières en adéquation avec leur vie de famille, jusqu'à preuve du contraire, c'est la femme qui porte l'enfant, pas l'homme. Mais bon, une fois de plus, tu auras la néo-féministe utilisée pour détruire la famille, qui te dira que l'instinct maternel n'existe pas. Pour parler d'amour, il faut rechercher les preuves d'amour. Et quand les preuves sont pas là, il faut conclure qu'il n'y a pas tellement d'amour. En t'assommant avec les thèses d'Elisabeth Badinter, je préfère me référer à Sarah Hardy, anthropologue et sociobiologiste qui t'explique l'évolution des neurotransmetteurs de la mère grâce à l'ocytocine libérée lors de l'accouchement. Que plus elle est en contact avec son enfant, plus ses circuits neuronaux se dressent de façon à répondre à ses besoins et protéger son enfant. J'ai du mal à comprendre en quoi le fait de porter l'enfant justifie de faire 2 fois plus de tâches domestiques. Même en partant du principe qu'il y a un instinct maternel avec une forte influence sur le comportement. Et j'insiste fortement sur la notion de forte influence. L'argument sur les circuits neuronaux peut sembler riche en informations et bien précis, mais il n'y a rien de quantitatif. Une femme après un accouchement produit de l'ocytocine, mais quelle est la puissance de l'effet? Aucune idée. Ça pourrait être du tout juste détectable, ou bien être un effet incroyablement puissant. Mais le plus important selon moi, c'est de savoir que l'ocytocine existe aussi chez les hommes. Et là, le raisonnement marche moins. On peut alors se demander pourquoi cette phrase « Plus elle est en contact avec son enfant, plus ses circuits neuronaux se dressent de façon à répondre à ses besoins et protéger son enfant. » ne pourrait pas s'appliquer aux hommes. D'autant plus qu'on se contente ici juste de prouver l'existence de l'instinct maternel, mais pour bien prouver que les femmes sont plus faites pour s'occuper des enfants que les hommes, la moindre des choses serait de les comparer aux hommes. Il est aussi bon de noter qu'il y a eu ici un extrait hors contexte. Elisabeth Badinter indiquait non pas que l'instinct maternel n'existait pas, mais qu'on a observé un rejet de l'enfant au XVIIe siècle. Si on peut dire qu'au XVIIe, il y a une certaine indifférence, même une indifférence réelle, c'est l'amour, ça a existé depuis toujours. Mais il est vrai qu'au XVIIe siècle, on assiste à un certain rejet de l'enfant qui se manifeste par différents signes. Et je crois que pour parler d'amour, il faut rechercher les preuves d'amour. Et quand les preuves sont pas là, il faut conclure qu'il n'y a pas tellement d'amour. Extrait suivant. Les études ont montré que c'est dans les pays les plus inégalitaires que les femmes se tournent vers les études scientifiques, contrairement aux pays égalitaires où justement on les incite à se libérer de ce dogme. Ici, on montre le Gender Equality Paradox, ou paradoxe de l'égalité de genre. Ce paradoxe serait d'après certaines personnes la preuve que le féminisme ne marcherait pas. Imaginons l'expérience suivante. On cherche à voir si le féminisme a un impact positif sur certaines choses, comme par exemple le nombre de femmes scientifiques. On choisit plusieurs lieux et on met en place des réformes féministes. On parle de féminisme, on peut même imaginer qu'il y aurait des manifestations de temps en temps.
Au préalable, on mesure le nombre de femmes scientifiques, puis on le compare au nombre de femmes scientifiques après un certain temps, quand on estime que le féminisme a un bien meilleur impact qu'avant. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres changements majeurs qui pourraient influencer les résultats, comme par exemple faire attention à ce qu'il n'y ait pas de réformes qui rendent le métier de scientifique plus ou moins attractif qu'avant, de sorte à ce que l'on soit sûr qu'il n'y ait que la variable du féminisme qui puisse impacter la variable des femmes scientifiques. Ça a l'air fiable, hein? Eh bien le paradoxe de l'égalité de genre ne se passe pas du tout sur ça. On se contente de comparer les pays égalitaires avec les non égalitaires. Donc on peut avoir des tonnes de variables qui font en sorte que les femmes s'orientent plus vers d'autres métiers qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'égalité dans les pays. Comme par exemple le niveau de vie, qui, d'ailleurs, est l'explication sur laquelle s'accordent les deux études montrées ici. Et on ne regarde pas tous les détails qui pourraient permettre de mesurer l'impact du féminisme, ou d'autres choses. On regarde juste si les femmes s'orientent plus dans certaines filières scientifiques. Donc par exemple, on ne mesure pas l'évolution des salaires, des stéréotypes, de la répartition des tâches domestiques, etc. Ce qui est un énorme problème de validité si on tient à démontrer que le féminisme est contre-productif. Bref, ce paradoxe, c'est un peu un argument carton quand il s'agit d'estimer l'efficacité du féminisme. Extrait suivant. Pourtant, bizarrement, elles veulent de la parité pour les métiers d'élite, mais pas pour être éboueur ou plombier. Là, le problème, c'est qu'il ne prouve pas. Il prétend que les féministes pensent de telle ou telle manière, mais il ne le démontre pas. Moi j'ai bien trouvé un livre intitulé « Le féminisme pour les nuls » qui montre bien l'inégale répartition des métiers en motionnant rapidement les éboueurs. Ça montre bien une tendance que l'on observe dans certaines vidéos antiféministes, c'est que ça dit beaucoup les féministes veulent ou pensent ça, mais à moins d'avoir un sondage fiable sur la question, c'est dur de le prouver. Mais parfois, on a même des situations où on nous dit « Autrement dit, d'après elle, peu importe si, sur un plan professionnel, les femmes ne fournissent pas autant d'efforts que les hommes, elles devraient absolument gagner autant d'argent qu'eux. » Mais on ne nous montre pas à ce moment-là de féministes qui diraient que les femmes devraient gagner autant même en fournissant moins d'efforts. Extrait suivant. Les écarts de salaire entre hommes et femmes sont justifiés et explicables, sauf dans une part négligeable, voire inexistante. Or, la doxa féministe fait croire exactement au contraire, de trois manières principales. Troisièmement, en communiquant et en insistant un maximum sur des moyennes générales et grossières, sans réelle substance ni pertinence. Elle gagne 18% de moins. En France, en moyenne, les femmes ont des revenus salariaux inférieurs de 24% à ceux des hommes. Sans réelle substance et pertinence. Dans le premier cas, c'est une pub, donc c'est difficile de considérer cela comme étant un véritable discours féministe. D'autant plus qu'une pub n'est pas faite pour apporter une argumentation pertinente sur un sujet, mais pour vendre un truc. Ici, une assurance. Pour la deuxième vidéo, elle est carrément pertinente. Elle donne les origines des inégalités et parle même du fait que le noyau dur peut être probablement réduit avec certains critères. En France, en moyenne, les femmes ont des revenus salariaux inférieurs de 24% à ceux des hommes. Et cette inégalité se retrouve dans tous les types d'emplois. Premièrement, davantage occupées par les tâches domestiques, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, donc moins longtemps que les hommes. Elles font aussi moins d'heures supplémentaires, mieux payées que les heures normales. Deuxièmement, les femmes occupent souvent des types d'emplois moins bien rémunérés, comme caissières, assistantes maternelles ou vendeuses. Pourtant, elles sont plus diplômées en moyenne, puisque 28,6% des femmes ont un diplôme du supérieur, contre 26,9% pour les hommes. Les causes possibles de ce phénomène sont diverses. Les stéréotypes attachés aux catégories d'emploi, la société favorise-t-elle moins la confiance en soi chez les jeunes femmes? Ou s'agit-il encore des conséquences de la répartition des tâches domestiques dans le couple? Troisièmement, à poste, compétences et quantité de travail égale à celle de l'homme, les femmes restent rémunérées en dessous du salaire d'un homme. C'est ce que les économistes appellent la discrimination pure. En effet, aucun élément ne peut a priori expliquer cet écart de salaire, mais il existe bel et bien. À moins que nous ne mesurions pas assez bien la qualité du travail fourni.
qui peut s'estimer aussi sur des critères tels que la flexibilité des horaires, les responsabilités prises par le salarié, etc. Beaucoup d'économistes et de sociologues considèrent que plutôt que de se focaliser sur la discrimination pure, la promotion de l'égalité salariale passe d'abord par une analyse des différences de salaire engendrées par les inégalités de temps de travail et d'accès aux emplois les mieux rémunérés. Les inégalités salariales aujourd'hui, qu'on estime à 27%. Les femmes sont toujours payées 30% moins que les hommes. Il y a du progrès encore à faire. La troisième vidéo est encore une fois pas juste une vidéo sans réelle substance et pertinence. Les explications sur les origines des inégalités sont données en plus de la moyenne. Les inégalités salariales aujourd'hui, qu'on estime à 27%, s'expliquent par différents phénomènes. La discrimination pure, c'est par exemple au niveau des cadres, on estime à 8,5% le fait que les femmes sont cantonnées dans des temps partiels, et qui dit temps partiel dit salaire partiel, oui. Qu'elles sont également cantonnées dans des métiers qui sont extrêmement moins bien payés que les métiers masculins. Le plafond de verre, donc ça c'est vraiment le sexisme aussi pur, qui fait que les femmes n'accèdent pas à des postes à responsabilité, donc n'accèdent pas aux salaires aussi qui correspondent à ces postes à responsabilité. Tout ça ensemble représente un écart de salaire de 27%, donc on peut effectivement dire 2-3 mois de salaire entre femmes et hommes. Mais tout cela, vous ne pouviez pas le savoir, car l'écrasante majorité des extraits montrés étaient hors contexte, ça ne montrait que des cas précis pour tenter de tirer des généralités. Et que les liens dans la description ne conduisaient pas vers ces vidéos et que les sources données sont très vagues. Marqué pub féministe, ça ne m'aide pas beaucoup, et Anne-Cécile Mailfray a été beaucoup de fois sur Europe 1. Donc mettre son nom en source avec le nom d'une association dont elle fait partie, ça ne me facilite pas beaucoup la recherche. Et puis Random Old Woman, autant vous dire qu'avec ça, bonne chance pour retrouver la source. Mais par contre, ces arguments sont dans la description. Je ne vais pas partir du principe que c'est intentionnel, ça peut être un simple oubli, mais le fait est qu'on a d'un côté le point de vue antiféministe avec des études vérifiables et de l'autre, le point de vue féministe dont on a des vidéos extraites de leur contexte et même mises dans un contexte qui leur fait dire autre chose que ce qu'elles disent. Et déformer un opposant ou le représenter par un argument ridicule, c'est ce que l'on appelle en rhétorique un épouvantail. Bonjour, vous voulez gagner un débat mais les arguments contre vous sont trop pertinents et durs à démonter? Pas de problème, je vous propose l'épouvantail. Les experts le détestent, l'épouvantail peut changer le cours d'un débat en un instant, avec une astuce très simple. L'épouvantail, c'est qui vous voulez. Il peut être le représentant des scientifiques, le représentant d'un parti, le représentant d'un mouvement, ou même d'une opinion. La particularité de l'épouvantail, c'est qu'il défend très mal son point de vue. Voyez donc. Monsieur Depaille, que pensez-vous du réchauffement climatique? Eh bien, vous voyez, aujourd'hui il fait 5 degrés de plus qu'hier. C'est bien une preuve que la planète se réchauffe. Mais c'est ridicule. De nombreuses études scientifiques montrent que pour bien mesurer le réchauffement de la planète, la méthode à mettre en œuvre est de regarder la température de manière globale, sur plus longtemps. Vos arguments sont insensés. J'ai une étude réalisée sur l'hiver de l'année dernière, et on observe bien un refroidissement climatique. Tous les scientifiques s'accordent sur le fait qu'il a fait plus froid cet hiver, sur toute la planète. Évidemment, vous ne devez pas avoir de connaisseurs du point de vue de Monsieur Depaille durant le débat. C'est pour cela qu'il faut que ce soit un débat sur lequel vous choisissez les invités. Regardez, je balance mes arguments depuis tout à l'heure et il n'a plus rien à dire. Alors vous aussi, faites appel à l'épouvantail. Vous voulez vous procurer l'épouvantail pour que les idées qui vous sont opposées se taillent. L'utilisation excessive d'épouvantail peut provoquer des symptômes tels que la diminution des capacités cognitives, une perception impairie de la réalité, des colères excessives et une perte de crédibilité si votre épouvantail est découvert. Pour votre santé, n'utilisez pas l'épouvantail. Cette vision, qui n'est donc plus le féminisme, peut ainsi être facilement éliminée. Du coup, les témoins, s'ils n'ont pas grande connaissance de ce que sont réellement ces avis, ils vont alors penser que celui qui a terrassé l'épouvantail est alors bien supérieur à ce qu'il représente. Si en plus vous prenez une opinion courante, alors vous pourrez vous dire qu'il faut être bien bête pour penser cela, et qu'ainsi, les personnes suivant cette idée sont totalement stupides. Et donc vous faites partie des rares qui avez vu à quel point ces idées ne font aucun sens. En tout cas, cela ne marche pas si une personne qui connaît réellement le sujet est présente et peut montrer que ce qui est décrit n'est pas son point de vue. Elle pourra facilement faire remarquer que ce n'est pas la réalité. Extrait suivant. Bref, on peut synthétiser la chose en disant qu'elle manque très souvent de précision et de rigueur, et ce, à dessein. Leur intérêt n'est évidemment pas de saisir la réalité de manière aussi fidèle que possible par l'intermédiaire des chiffres, mais plutôt de trouver des arguments pour justifier la poursuite de leur combat et surtout sont bien fondés. À vrai dire, c'est une très bonne stratégie. Faire croire qu'une femme gagne moins qu'un homme alors qu'elle fait exactement la même chose que lui, ce qui serait scandaleux si c'était vrai, permet justement de scandaliser l'opinion et de se le mettre dans la poche, en particulier les jeunes filles prépubères au cerveau encore bien malléable. Vous pensez que j'exagère? Eh ben, voyez plutôt.
Là, on peut parler de ce que l'on appelle un procès d'intention. On ne part pas du principe que les féministes se sont trompées de bonne foi, mais que c'est forcément dans le but de manipuler. Moi, dans le doute, je préfère me dire que je ne suis pas dans la tête des gens que je critique. Il peut y avoir 1 milliard de causes qui poussent à faire une erreur, et je pense que prétendre la connaître est absurde. L'Express comme source féministe? Regardez, je balance mes arguments depuis tout à l'heure et il a plus rien à dire. D'autant plus qu'il ne montre même pas le contenu de l'article, qui explique quand même déjà que les différences de salaire s'expliquent en partie par les temps partiels. Alors que plus tôt, il nous disait ça. La doxa féministe fait croire exactement au contraire, en communiquant et en insistant un maximum sur des moyennes générales et grossières, sans réelle substance ni pertinence. Donc la critique ne fait pas beaucoup de sens ici. Le reste, c'est pareil. On nous prend des sources vaguement attribuables au féminisme et on se permet de tirer des généralités de cas précis. Mais pour réellement prouver que les féministes pensent de telle ou telle manière, il faudrait un moyen beaucoup plus objectif de le faire, comme avec des sondages. Ou bien, ils pourraient au moins critiquer des propos de féministes influentes. Parce que l'Express est au féminin, je ne suis pas sûr que ce soit des sources d'influence majeures du féminisme. On observe dans les vidéos que j'ai montrées beaucoup de procès d'intention. Pour ça, il suffit parfois de simplement regarder les titres et les miniatures. C'est pas la malencontreuse erreur des inégalités de salaire, ou bien l'erreur du féminisme moderne, mais le mensonge des inégalités salariales et l'arnaque du néo-féminisme, avec même marqué en gros la vérité. Il y a aussi l'exagération des propos adverses et l'absence d'exemples qui peuvent permettre de tirer des conclusions générales alors que ces vidéos prétendent tirer des conclusions sur le sujet du féminisme en général. En tout cas, c'est bien ce que je pense qu'elles disent. En bref, les inégalités de salaire existent bien, et ce sont des inégalités injustes. Les emplois féminins sont moins bien payés et de nombreux problèmes tels que la mauvaise répartition des tâches domestiques ou l'influence de la société empêchent beaucoup de femmes d'accéder à des emplois mieux rémunérés. Mais donc, libérer la femme consisterait-il à coincer l'homme dans les tâches ménagères, les forcer à faire des métiers féminins? Eh bien non. Apporter plus de liberté à la femme ne va pas restreindre l'homme. Au contraire, si la femme est coincée dans un rôle où elle doit rester à la maison pour s'occuper des tâches domestiques, alors cela coince l'homme dans le rôle de travailleur. Si la femme n'est plus coincée dans ce rôle, l'homme sera lui aussi plus libre. Et c'est sur ça que je veux conclure. Pour beaucoup, le féminisme, c'est enlever des droits aux hommes, or c'est faux. Bien que la plupart des causes féministes concernent avant tout les femmes, car c'est là que se trouvent les problèmes les plus graves, le féminisme est un mouvement d'égalité et pas comme certains racontent. Une doctrine qui vise à libérer la femme d'une oppression masculine, générée par l'ingénierie sociale, par la création de problèmes et de solutions artificielles à de buts financiers. Ou bien un féminisme néo-marxiste, puisqu'on cherche à opposer les sexes, comme s'il y avait une lutte des classes, avec une vision du monde totalement simpliste et biaisée, parce que c'est une vision oppresseur-oppressé. Avec d'un côté les victimes, sous-entendu toutes les femmes, et de l'autre côté des tyrans, des méchants oppresseurs, sous-entendu tous les hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout que c'est ma première, toute critique constructive est bonne à prendre, n'hésitez pas non plus à liker et à partager, il ne m'a pas semblé voir beaucoup de vidéos qui essayent de débunker des discours très polémiques comme cela. Si vous en connaissez, je suis très intéressé, bonne journée à vous et merci.